Vous entendez bien? Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par nous présenter rapidement, là. Decide for Action, on est une compagnie de logiciels spécialisée dans la collecte de données, optimisation de procédés, taux de rendement global, suivi de production au temps d'arrêt. On a une plateforme qui est vraiment universelle, donc on peut ajouter plusieurs modules, consommation, suivi des consommations d'énergie liées à la production, entre autres. Et on est maintenant aussi dans la maintenance. On a fait l'acquisition d'une entreprise de capteurs de vibration, donc on a intégré cette technologie-là dans notre plateforme. Puis on a aussi une équipe de consultation spécialisée dans vraiment IT, OT ensemble pour aller collecter des données. Et on travaille aussi avec Pi, Ignition, différents SCADA, Capware et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, les données semblent vraiment accessibles, puis faciles d'accès. Je prends par exemple Météo Média que tout le monde utilise régulièrement. On voit des données, ça paraît facile, les enfants sont capables d'utiliser ça, mais est-ce qu'on peut vraiment se fier à ça aveuglément? Je ne penserais pas qu'on sache exactement la température qu'il va faire dans une semaine, mais ça reste un outil quand même qu'on a appris à utiliser. Ben, dans le domaine des logiciels, c'est la même chose. Donc, autant en production qu'en maintenance, ben, faut être capable de donner une valeur ajoutée à ces données-là, puis pas juste les prendre d'une façon innocente et sans réfléchir. Puis aujourd'hui, on va vous présenter un projet qu'on a fait en collaboration avec BP Canada, qui ont eu différents enjeux, opportunités, puis des bonnes pratiques qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric pour qu'il présente. All right. Donc, tout d'abord, merci de m'avoir fait sortir de ma zone de confort. Là. C'est pas, je suis pas conférencier dans la vie, là. Je suis directeur de maintenance. Mais bon, ça change le mal de place. Donc, merci. BP Canada, probablement, certains d'entre vous connaissent le nom. Mais malheureusement, là, probable que certains d'entre vous le connaissent, mais peut-être de façon un peu négative ou des perceptions là, qui sont dues à une époque, en fait, que BP il y a eu des temps difficiles. Mais heureusement, BP il a été acquis en 2023 par Saint-Gobain. Et Saint-Gobain pousse énormément à ramener la marque à un niveau à un standard, au standard de Saint-Gobain. Comme vous pouvez voir, le logo de BP Canada, il a été changé. C'est pour démontrer le changement qui est en train de se faire dans ce business-là. Puis ici, on parle d'une business, on parle d'une business de 120 ans. Donc, BP Canada en a vécu un et un autre, ça a évolué beaucoup. Et présentement, avec Saint-Gobain, c'est vraiment très, très, très positif. C'est positif dans la qualité du produit, dans la performance du produit et dans le rendement des usines. Pour l'unité BP, en fait, on parle de 3 usines au Canada. Il y a l'usine d'Edmonton qui fait du bardeau et du papier. Il y a l'usine de Pont-Rouge qui fait principalement de la fibre de bois, des matériaux en fibre de bois. Et il y a l'usine de La Salle, qui est la plus grosse usine avec le siège social aussi de BP qui est présent là, à La Salle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à La Salle? C'est du roofing, donc du bardeau d'asphalte. Et grosso modo, là, on parle de 500 employés là, dans l'unité et principalement, comme j'ai dit, à La Salle. Donc, au programme aujourd'hui, on va parler grosso modo des scénarios de maintenance. C'était quoi la situation chez BP? C'est quoi comment on a procédé en collaboration pour faire une priorisation des actifs critiques? C'est quoi la technologie qui a été déployée? Ensuite de ça, bon, quelle stratégie on a utilisée pour formation, transfert de connaissances, les résultats concrets de ce projet-là et quelles sont les prochaines étapes. Donc, dans les scénarios de maintenance, on a la maintenance réactive, évidemment, là, que tout le monde utilise. Suite à un bris, on est en mode réactif, très simple. Préventive, là, on va aller chercher plus des données
Exemple, après une période de temps, on doit faire un changement ou des choses comme ça, un graissage. Euh, Aujourd'hui, on a aussi la maintenance qui est conditionnelle. Donc là, on pourrait avoir, exemple, des routes d'inspection de température, lecture de courant, puis vibration, dans des cas ponctuels. Puis suite à ça, on est capable de faire des analyses. Aujourd'hui, on va parler principalement de la maintenance prédictive, donc plus en temps réel, en continu, pour être capable de prédire ce qui va arriver avant que les événements se produisent. Est-ce qu'il y en a ici qui font déjà de la maintenance prédictive à main levée? C'est bon, c'est bon. Et suite de ça vient la maintenance prescriptive. Donc, là, on tombe vraiment dans un mode plus avancé, intelligence artificielle, être capable de, oui, prédire ce qui va arriver, mais aussi de trouver les causes puis essayer de les éliminer avant qu'elles se produisent. Donc, par exemple, on pourrait essayer de trouver que certaines vitesses d'opération vont amener des vibrations supplémentaires, une usure prématurée, puis on voudrait les éviter. Bien, une intelligence artificielle pourrait dire, eh ben, on a remarqué que quand vous fonctionnez avec tel paramètre, ben, vous causez des problèmes que vous pourriez éviter en faisant des petits ajustements. Est-ce qu'il y en a ici qui utilisent, par exemple, des jumeaux numériques? Donc, c'est un peu ce que je pensais, mais c'est quand même une technologie qui commence à apparaître, qu'on voit. C'est que tu crées un modèle de ton usine au complet, puis tu es capable de prédire tes comportements avec un modèle numérique, autant pour la production que pour la maintenance. Donc, si tu fais des ajustements dans, dans- dans ton modèle d'opération réel, ton jumeau numérique il te montre en temps réel quelles devraient être les réactions. Puis si tu vois un écart entre les deux, ben, tu es capable de réagir avant que ça se produise. Pour ce qui est des cycles de maintenance, vous connaissez ça probablement plus que moi en général, mais on a l'identification des travaux, on va préparer ces travaux-là, savoir quel matériel on a besoin, est-ce qu'on l'a en stock, planifier dans le temps, on va l'exécuter. Et vient le moment important d'historiser qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a découvert au moment de l'exécution, est-ce qu'on a des notes à prendre pour une prochaine intervention, puis de venir analyser ces données-là. Donc, il existe beaucoup de logiciels aujourd'hui sur le marché qui font ça, puis c'est important de bien sélectionner pour pouvoir faire une analyse qui est efficace. Dans le cas de BP, ben, ce cycle-là était pas mal réduit au strict minimum. Là, je vais laisser Frédéric vous en parler. Donc, avant d'aller aller comme plus en profondeur avec le projet là, qui a été mis en place, qu'on va vous parler là, prochainement, je vais vous donner un peu le contexte dans lequel ce projet-là a été implanté et plus vous allez voir là, vraiment le déroulement, pourquoi qu'on a choisi ce projet-là et pour le mettre à terme. En fait, ce qu'il faut comprendre, puis je vais juste faire un lien là, avec la présentation de Serge là, aussi, là, qu'il y a eu un peu plus tôt. Là, je relate à 100%. C'est vraiment exactement qu'est-ce qu'on a vécu aussi chez BP. L'acquisition d'une compagnie qui est en déroute, complètement en déroute, le navire en train de couler complètement. Ça, c'est dû en fait parce que BP Canada, l'ancienne direction, eux, avaient une vision qui était axée seulement sur le court terme dans le but de vendre. Donc, eux autres, ils voulaient simplement faire mousser les profits. On va vendre, that's it, that's all. Donc, on ne fait plus de maintenance préventive. On n'investit plus pour faire en sorte que la compagnie soit prospère. C'est vraiment un niveau là, de statu quo total. Ce que ça a créé, en fait, ça a créé une culture réactive de mode de firefighting, comme plusieurs d'entre vous doivent le connaître. Ça l'a implanté ça, puis c'est rendu ça la normalité. La normalité, là, que oui, il va en avoir une crise, puis demain, il va y avoir une autre crise, etc., etc. C'est un feu roulant, puis on n'en sortira pas de ça. C'est ancré, c'est ça BP. Donc, c'est ça que ça l'a laissé.
ça a laissé aussi un leg d'équipement dans un état très dur, très, très, très avancé, at large dans l'usine. Et aussi, ne pas faire de maintenance préventive, ne pas aller t'occuper de tes équipements, bien, ça a aussi créé un trou noir de connaissances ou un trou noir de savoir dans quel état sont les équipements. Donc, avec l'acquisition qui s'est faite, bien, ça l'a, en fait, il a fallu comprendre le contexte, il a fallu aller s'asseoir et de vraiment prendre le pouls de où on part. Puis quand que moi je suis arrivé, je ne suis pas quelqu'un qui est anxieux dans la vie, j'ai vécu c'est quoi l'anxiété. Je l'ai vécu dès ma première semaine quand j'ai vu l'ampleur, quand j'ai vu, OK, l'iceberg finalement, moi je voyais juste le bout, mais finalement, j'ai toute qu'une montagne à monter. On est très, 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 très loin. Quand je suis arrivé, il n'y avait plus de directeur maintenance. L'équipe de maintenance était complètement il n'y en avait plus. Il restait à peu près 4 personnes. Et j'ai pris le temps de m'asseoir avec ces 4 personnes-là qui restaient à tenir le château fort pour pas que ça s'écroule, à bout de bras, à essayer de survivre et à sueur, une sueur épouvantable. Puis, pour comprendre qu'est-ce qu'eux faisaient, c'est quoi leur day-to-day, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui n'était pas fait, qu'est-ce qu'on devrait faire, j'ai pris le temps à vraiment tout détailler et commencer à placer les morceaux du puzzle pour rebâtir l'équipe. Donc, c'est là qu'il y a eu une grande transformation organisationnelle, on va appeler ça comme ça, puis c'est plus positif, là. Pour vraiment refaire l'équipe au complet, aller chercher des gens de talent, des bonnes personnes dans les bonnes chaises avec des rôles et responsabilités qui étaient définis maintenant. Et l'implantation, bien sûr, de processus, des outillés, commencer à outiller ça. Puis ça, c'est une phrase, dans le fond, que quand j'ai commencé avec Eric là, à bâtir cette présentation-là, que ça a sorti. Là. Je pense que c'est bien s'il l'a mis là, c'est parce que ça fait du sens, en fait. Mais tu sais, le fondement de ça, c'est que même si on avait Saint-Gobain qui est là, rein solide, il est gros, il est fort, il y a de l'argent, c'est pas l'argent qui allait faire en sorte qu'on allait être capable de sortir de la tête de l'eau à court terme. Il fallait vraiment changer la culture, enlever cette mentalité-là de réactif, puis que c'est comme ça, c'est ça BP. Il fallait casser ça. C'est ça qu'on a réussi à faire quand que la transformation de l'équipe a commencé à être établie. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur maintenant de la montagne en soi, l'ampleur du chantier de OK, on va y aller puis on va l'attaquer. Comme j'ai dit, l'ancienne direction, en fait, les autres, c'est qu'ils ont maintenu ce mode-là là, d'urgence et de réactivité. On répare si ça brise, that's all. Ils l'ont maintenu pendant des années. Ce qui a fait que ça a entraîné des répercussions là, très graves à travers beaucoup d'assets. Puis, je pourrais même dire, là, à travers tous les assets, là, en gros. Là. Il y a aussi eu, avant la vente de BP Canada à Saint-Gobain, il y a eu aussi une grosse vague de roulement de personnel. Il y a eu beaucoup de démissions. Du monde avec des gros bagages, des connaissances hyper importantes qui sont partis, puis qui sont partis avec ça. Puis malheureusement, il n'y avait rien de documenté. Les autres sont partis, on a tout perdu. Donc, il a fallu aussi tout rebâtir, ce knowledge-là, avec une équipe qui était complètement nouvelle. Une équipe qui à date, je pourrais dire que dans mon équipe, là, la moyenne, c'est à peu près 1 an là, de service là, dans mes cadres, là, dans mon équipe. Là. Donc, c'est une équipe très, très, très jeune, talentueuse, mais très jeune. On n'a pas énormément d'expérience, dont moi, là, chez BP Canada. Et pour vous donner encore une fois là, un petit peu plus de détails là, sur l'ampleur de la catastrophe, quand on est arrivé, c'est aperçu là, très rapidement qu'il n'y en avait plus de maintenance préventive, mais il y en a eu à l'époque. Dans les 120 ans de service, là, il y en a eu de la maintenance préventive là, dans cet historique-là. Donc, on est allé réactiver beaucoup de PM, beaucoup de maintenance préventive ont été réactivées, mais qu'on s'est vite aperçu que,
c'est pas juste on les réactive, après ça on les exécute. Non, non, non. Ils sont tous plus à jour. Il faut les réviser. Il faut voir, faut faire le ménage, etc., etc. Donc, on parle de quasiment tout rebâtir from scratch, la maintenance préventive de l'usine. Ensuite, les programmes de lubrification, c'était possiblement pire. C'était vraiment, OK, garde, on a un lubrificateur, lui, il va là à tâtons, il s'est fait montrer, va là, puis il exécute ça, ça, ça. Puis il fait ce qu'il peut parce que c'est ça qu'on lui a montré. Donc, on partait comme ça. Et tout récemment, là, juste une anecdote, je me suis fait dire que l'ancienne direction avait dit, il avait donné la consigne que on ne change plus les lubrifiants exemple, dans les gearbox. On ne les change plus. Puis on ne va pas les regarder, on ne va pas regarder le niveau, on maintient ça comme ça. Puis on fait ça longtemps, jusqu'au temps qu'on s'en aperçoit, puis on dit on ne peut pas faire ça, là. Ça ne se fait pas comme ça, là. Donc, il a fallu tout aller revoir chaque équipement un à un pour aller, remettre des lubrifiants et les mettre tranquillement pas vite sur les routes du lubrificateur. Et bien sûr, qu'est-ce que ça se passe quand tu fais tu prends ce genre de décisions-là sur trop un long terme? Bien, ça fait de l'usure prématurée de tes équipements. Donc, il a fallu remplacer énormément de gearbox, que là, on est en train d'en attaquer, là, à peu près 250 gearbox qu'on doit changer un à un parce qu'ils sont complètement là, en usure là, extrême, puis on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont lâcher. Ensuite, aussi, pour aider la situation, on s'est aussi rendu compte que notre GMAO, en fait, qu'est-ce qu'on a comme dans l'information sur nos équipements, dans les composantes, dans les BOM, en soi, on utilise SAP, là. Toutes les informations qu'on a là ou dans les archives, on s'est rendu compte que ça n'était plus à jour. Ça n'a jamais été maintenu, il n'y a jamais eu de ménage, il n'y a jamais eu d'update. Donc, la complexité pour les planificateurs est extrême parce qu'on s'est rendu compte que quand ils prenaient les pièces pour en installer des processus de kitting, là, ça c'est super sharp, ça va bien. Par contre, quand ils utilisent les BOM pour faire leur kitting, on se rend compte que quand l'homme de métier s'en va, il ouvre son kit, puis il regarde la machine, puis il fait « Ouh, pas ça par doute, là. » Ça a été changé entre-temps, mais il n'y a pas eu aucune update qui a été faite. Ça, on parle de l'addition d'énormément d'années qui a bâti ce désordre-là. Donc ça, c'est encore une fois, c'est à rebâtir. Donc, tout ce que je vous présente, c'est des choses qui, dans le day-to-day, te demandent énormément de temps. C'est là que le projet, en fait, qu'on va vous parler là, plus en détail, a été mis en place. Puis avec ça c'est venu avec, moi, quand j'ai revu les rôles et responsabilités, il y avait 2 postes que je tenais absolument à avoir. C'était des postes de fiabiliste maintenance. Donc, séparer l'usine en deux, un pour chaque secteur. Ces personnes-là, quand ils ont fait leur analyse, ils ont mis en évidence un projet qui nous aiderait à aller justement voir les défaillances venir avant qu'on soit devant le fait accompli, avant qu'on soit en mode breakdown. Puis ça, le but, justement, c'était de nous sauver du temps. Un projet qu'on peut mettre rapidement en place pour nous aider à gagner du temps, prendre ce temps-là et l'investir à bâtir les fondations du département de la maintenance chez BP. Donc, en fait, le projet, donc les analyses, ils ont mené rapidement à mettre en lumière que beaucoup de composantes en mouvement avaient des défaillances, des breakdowns, et que ces composantes-là en mouvement, on les avait été laissées, en fait, vous donner un contexte, on a des routes de vibration qui se font manuellement, OK? Très bon service, aucun problème, les routes se font bien, on a rétabli le lien avec le technicien de lecture vibratoire qui venait chez nous. Par contre, même en ayant un bon lien, on s'est rendu compte, pourquoi qu'on a encore des breakdowns? On en a des routes de lecture vibratoire sur nos composantes. Par contre, le problème, c'était que les composantes qui brisaient étaient tous inaccessibles. S'ils sont inaccessibles pour le technicien qui vient prendre ses lectures,
c'est sûr qu'ils ne les prendront pas. Donc, c'est là qu'on était dans une situation où, OK, on est fragile sur énormément de composantes. Et le lien est allé encore plus loin au fur et à mesure qu'on bâtissait le knowledge sur notre état, là, disons-le comme ça. On s'est rendu compte que la lubrification, c'était le même principe. Le lubrificateur, il n'allait pas lubrifier ces composantes-là. Puis l'inspection, les inspections des hommes de métier, la même chose. Les hommes de métier n'allaient pas, il n'y avait plus de PM, ils n'allaient pas les regarder, ces composantes-là, quand les machines étaient à l'arrêt. Les inspections se faisaient seulement en production. Donc, tu ne peux pas aller les voir. Donc, on était vraiment complètement à l'aveugle. Donc, c'est là que le projet qu'on a fait avec des Site for Action, de l'implantation massive de capteurs vibratoires sur nos composantes en mouvement, sur, de un, je ne suis pas habitué avec le clicker, hein? En fait, donc, l'implantation majeure de capteurs, mais pas faite sur nos composantes, mais de façon stratégique. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est, oui, tout ce qui est inaccessible, mais aussi tout ce qui est à haute criticité. Donc, allons targeter qu'est-ce qui va nous faire mal. C'est exactement ça qu'on a commencé à implanter. Puis, bien sûr, le but, c'est d'avoir un ROI, un retour sur investissement là-dessus pour, j'avais besoin de ça pour justifier le projet. Puis après, ben moi, ce que je veux, c'est montrer que, hey, regarde, ça paye, au final. Donc, on est rendu au point 3 où la priorisation des actifs critiques. Pour aider dans le processus, on a utilisé une grille là, AMDEC. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici cette grille-là, probablement. Je vois quelques-uns qui se font signe de tête, mais l'idée, c'est de se créer un outil, puis de se créer une méthodologie, pas juste y aller sur les sentiments ou sur les entendus dire, mais vraiment se mettre des règles pour vraiment bien définir comment créer un pointage, si on veut, sur chacun des équipements. Puis dans le fond, ben, c'est simple. On passe de quelque chose qui est insignifiant en termes de problématiques ou mineur ou jusqu'à catastrophique qui pourrait comme entraîner la fermeture de l'usine pendant quelques temps. Puis au niveau de la fréquence aussi. Cette grille-là est très utile pour créer une base, mais ce n'est pas la seule grille qui a été utilisée là, dans le cadre du projet. Frédéric et son équipe ont leur propre table qu'ils utilisent, que je vais laisser vous parler. Alors, en fait, la grille, il y a plusieurs façons, là, c'est de se l'approprier aussi, là, puis vraiment d'utiliser la bonne. Il y a plusieurs outils. Là. La grille un peu plus tôt de Michael, nous autres, sur cette grille-là, mon équipe et moi, on l'utilise principalement pour les spare parts, donc justification des pièces qu'on va mettre en magasin. Mais nous, dans le contexte du projet actuellement, pour faire le equipment ranking de nos assets, pour la criticité des équipements, pour savoir c'est sur quoi qu'il faut aller mettre des capteurs justement, donc sur quoi il faut travailler, on a utilisé un modèle qui est un peu plus facile à faire pour en mode masse, là, en mode liste. Donc, c'est vraiment, vraiment simple, c'est rien de sorcier. Là. Puis vous allez avoir plein d'exemples sur Internet. Là. Donc, cet outil-là, en fait, c'est juste tu listes tes équipements et tu as tes critères d'évaluation. Donc, tu as tes temps d'arrêt, le moyen de ton année passée. Tu as si cette machine-là est utilisée tout le temps quand que tu es en production. C'est quoi l'impact sur ta production si tu perds cet asset-là. Si ça brise, c'est quoi ton impact côté coût? Sur l'énergie, l'impact sur le rendement, l'impact sur la santé et sécurité, l'impact sur l'environnement, l'impact sur MTBF et finalement la criticité. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être capable de scorer tes équipements, les différencier et faire des groupes des groupes de façon intelligente pour être capable de bien prioriser, puis que ça soit réaliste, puis tu travailles sur les bons actifs qui vont t'amener beaucoup plus de gains rapidement. Donc, nous autres, on est parti du concept dans le fond que ça, c'est un standard qui est Saint-Gobain. Saint-Gobain, il y a des très bons outils. Là, ça, c'est super, puis ça nous aide énormément.
c'est un concept qui est quand même qui est généralisé, là. C'est un concept de score là, qu'on retrouve un peu partout là, dans l'industrie, là. Donc, ce qu'on on a fait, en fait, c'est qu'on est allé, on est allé chercher 5 des actifs avec le score le plus élevé pour être nos actifs les plus critiques, les AA. Et ensuite, 10 à 15 pour les A, les B, c'est 60 et les C, c'est 15 à 20 donc le restant des actifs. Donc, les C, c'est vraiment tes assets que, regarde, on n'est pas là pendant tout. Là. On va travailler sur nos A, puis les C, si ça brise, anyway, je ne vais pas avoir beaucoup ça me fera pas mal. Donc, c'est d'aller travailler sur qu'est-ce qui nous font mal. Puis, en fait, la réalité, là, c'est que même l'outil que je vous ai montré un peu plus tôt, on ne l'a pas fait pour ce projet-là. La raison, c'est qu'on voulait le faire. Ça, c'était le conte de fées, c'est qu'on voulait l'avoir, mais la raison, c'est qu'on avait un deadline et qu'on devait finir absolument le projet telle date de le rendre à terme. Comment qu'on est allé faire aussi pour aller chercher un historique, comme je vous ai dit, les autres, un GMAO, là, ils ne savaient pas trop c'était quoi, puis c'était pas important. Donc, comment on est allé chercher toute cette connaissance-là pour vraiment avoir ces groupes-là pour pouvoir dire, OK, garde ce projet-là, on veut des capteurs là-dessus, là-dessus, là-dessus. En fait, c'est tout simplement, nous autres, on a des usines sœurs aux États-Unis qu'on est allé prendre de leur data à eux autres, que eux autres aussi, il y en a certaines usines qui ont des capteurs, et avec ça, on a bâti une liste. Et cette liste-là, c'est celle-là, c'est la liste qu'on a travaillée, puis qu'il y a eu plusieurs, on va vous en parler plus tard, mais c'est une liste qu'on a fait beaucoup d'itérations pour arriver à dire, OK, oui, on est confortable avec ces équipements-là en phase 1, là, disons, là, de projet d'instauration des capteurs, pour que, oui, ça, c'est nos actifs qui nous font plus mal, selon nous, notre connaissance à date qu'on a dans notre contexte actuel de l'usine de La Salle, et de nos usines, le data que nos usines sœurs aux États-Unis ont. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le travail de moine des fiabilistes de mon équipe là, ont fini le fichier là, d'equipment ranking, il est fait, le travail de moine, il est fait. Plus de 900 assets qui a été passé un à un et les scorings sont faits. Donc ça, je suis très content. Mais ben bon, pour le projet, ça ne s'est pas passé de même. Ce n'est pas la réalité. Puis, de toute façon, le but, c'est de trouver des solutions. Donc, c'est la réalité. On ne peut pas toujours être dans les meilleures conditions. On le sait tout. On est en maintenance. Fait qu'il faut réagir, il faut trouver des solutions. C'est ce qu'on a fait. Ton équipe a été quand même assez avant-gardiste, puis de penser en dehors de la boîte, puis de dire, OK, on n'a pas les données, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller rapidement? C'est ça. Exact. C'est là que l'idée est venue. Là. C'est ça, exactement. Puis tu sais, c'est la clé, c'est la clé du succès aussi. Là, c'est quand on peut pas attendre que tu sois toujours dans les meilleures conditions. On ne pouvait pas attendre de dire, OK, regarde, on va mettre le projet sur hold, on va finir le fichier d'equipment ranking. Non, il fallait trouver une solution, puis il fallait arriver à la loi du 80-20, 80% bon, puis c'est ça qu'on targetait, puis c'est ça qu'on a réussi à faire. Fait que c'est ça il y a eu ça a été un bon succès. Puis, tu sais, quand je dis qu'on ne pouvait pas attendre, le but, je vous rappelle, c'était de gagner du temps. Ce temps-là, c'était précieux pour sortir du mode d'urgence. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a dit non, on continue, il faut le livrer, on va le livrer. Puis, en fait, ici, il y a beaucoup de liens aussi là, avec les autres conférences qu'il y a eu, avec l'aspect humain. Parce que oui, on instaure une technologie, c'est beau, c'est glamour et tout. Mais si tu n'as pas l'équipe en arrière pour supporter cette technologie-là, tu ne fais rien avec ça. Tu dois avoir tes owners, tu dois avoir tes gens qui sont impliqués là-dedans et qui doivent y croire. C'est pas parce que moi, Frédéric, j'y crois, puis que mon équipe n'y croit pas, qu'on va réussir. Parce que je vais tout le temps tirer, puis à un moment donné, je vais être poigné ailleurs, puis ça va s'effondrer. Donc, pour moi, c'était super important que, oui, moi, mes fiabilistes m'ont amené cette solution-là, puis après ça, moi, je l'ai poussé. Donc, c'est vraiment du bottom-up et non du top-down pour la technologie, tant qu'à moi. C'est bon. Donc, pour les technologies déployées, il y avait un peu plus de 980 équipements qui avaient été identifiés.
De ceux-là, il y en a 144 capteurs qui ont été identifiés comme étant critiques et prioritaires. On voit là, qu'on est dans le Pareto, comme Frédéric mentionnait, là, de 20 d'efforts, 80 de résultats. Le but est de faire une première itération, une première phase, puis d'arriver avec tout de suite un gain en temps et financier aussi pour ensuite de se libérer d'autres phases puis engendrer un processus d'amélioration. Les équipements qui ont été identifiés, ben, c'est des rouleaux indépendants principalement, des boîtes d'engrenage, des moteurs. Quelle que soit la transmission de puissance, là, c'est quand même assez diversifié. Qu'est-ce qu'il y avait? Ça peut être des pompes, des ventilations qui sont souvent des éléments critiques. Pour ce qui est de l'échéancier du projet, on a eu une première communication en avril 2025. Puis au mois de mai, on lançait le projet. Donc ça fait 1 an aujourd'hui que le projet a été lancé. Puis là, comme il a mentionné, plusieurs itérations, il y a au moins 7 versions de la liste qui a été générée en effectuant, eux, il y avait déjà une liste, travaillant avec les autres usines, on a ramené des datas de d'autres capteurs de vibration, faire sortir un peu de données, des comparatifs, puis arriver avec quelque chose qui faisait du sens. En décembre passé, l'usine était en shutdown, était en arrêt. Donc, on a profité de ce moment-là pour aller faire l'installation des capteurs. Puis, finalement, on a fait un go live après le shutdown en janvier. Puis, contre Frédéric, il me disait, excusez. Il était surpris de voir à quel point le projet, c'était pas tant l'installation des capteurs, mais le plus gros de l'effort a été de définir où est-ce qu'on va les mettre, puis pourquoi on va les mettre là. Puis cette étape-là est vraiment cruciale de préparation pour le succès du projet. Donc, les capteurs, c'est des capteurs qui sont fabriqués ici au Québec. Nous, on a rapatrié la fabrication ici à la Prairie. C'est des capteurs qui sont faciles à installer, ça s'installe rapidement. On a une lecture 3 axes, ça fonctionne avec des batteries, une durée de vie de 7 à 10 ans. Puis, fonctionne avec une communication avec les passerelles. Eux sont alimentés 120 volts, base aimantée, super facile à installer. Puis, il n'y a pas de configuration à proprement dit à faire. Là, la connexion se fait automatiquement. Puis, c'est ramené dans une interface web. Donc, ça peut être visionné autant. Ça a été conçu pour que ça soit utilisé sur des mobiles. On sait qu'en maintenance, les gens vont se déplacer dans l'usine. Donc, c'est important que ça soit bien représenté et facile à lire. Je vous explique grosso modo comment ça fonctionne. On installe un capteur sur un équipement, va communiquer en Bluetooth avec la passerelle. Par défaut, cette passerelle-là communique via un réseau cellulaire vers un cloud. Donc, on évite de s'ostiner avec nos amis les TI qui peuvent être parfois réticents aux connexions réseau. Quand on a des TI qui sont plus compréhensifs, on est capable aussi de le faire sur le réseau pour une plus grande intégration. Puis, les services d'alerte, bien évidemment, ça peut être des applications sur une application mobile, billets de support qui viennent avec ça. Puis, on peut lier ça avec des workflows. Donc, dans le logiciel, on peut créer des logiques de dire si tel événement survient, on doit aviser cette personne-là, un superviseur, par exemple, que lui transmet cette information-là vers un directeur, que lui approuve, ça revient au superviseur, ça s'en va aux achats, ça s'en va à réception, ça peut revenir tout ça lié de façon numérique, là, sans avoir à trimballer du papier à travers l'usine. Les données peuvent être interconnectées aussi avec un MES ou avec des automates programmables pour avoir une intégration le plus complète du système. Aussi avec des API vers SAP, par exemple, ou des choses comme ça. Je vais vous présenter quelques exemples là, concrets. Ici, à gauche, on voit que le capteur est installé ici. Il y en a un autre en bas là. Donc, ça, c'est des rouleaux de refroidissement. Des rouleaux qui ont entre 10 et 22 pouces de diamètre, environ une dizaine de pieds de long, donc 3 mètres de long. Il y en a une vingtaine d'installés dans la zone de refroidissement. C'est un accès qui est difficile parce que, bon, tu es entre des murs, il y a un plafond.
c'est un environnement quand même hostile. Il y a de la poussière, il y a de l'eau. Donc, pour BP, c'était intéressant là, de pouvoir avoir des lectures sur ces équipements-là qui ne sont pas vraiment accessibles ou voire pas du tout accessibles durant les opérations. La photo de droite peut paraître floue, mais c'est voulu en fait. Puis je pense qu'il y en a qui vont peut-être se reconnaître ici. Des fois, il y a des endroits que faut que tu te faufiles à travers les équipements pour réussir à arriver à ton équipement. Ben, les capteurs ont un code QR directement sur le côté. Donc, un coup que tu es rendu là, ben, tu dis: «Ah, il y a un capteur de vibration ici, je voudrais savoir cet équipement-là, est-ce qu'il y a des notes? Est-ce qu'il y a des événements qui sont survenus?» Ben, tu peux prendre ton téléphone, tu peux scanner le code, tu arrives sur la page web, puis tu vois directement ton équipement dans lequel tu es rendu. Tu n'as pas besoin de ressortir de cet espace restreint-là pour retourner sur un poste informatique. Ventilation ici, évidemment, là, où on peut avoir plusieurs capteurs qui vont être installés. On a un sur le moteur et deux sur les roulements ici. C'est des gros équipements qui souvent ne sont pas nécessairement faciles à remplacer. Tu n'as pas nécessairement un moteur en stock tout le temps, donc tu veux les suivre pour être capable de prévoir avant un bris qu'est-ce qui pourrait arriver. On a des espèces de braquettes en stainless qui peuvent être montées en époxy dans les ailettes, donc pour un montage sans trop de modifications, puis qui donne une lecture fiable. Et dans l'autre photo plus à droite, ben, ce qu'on voit ici à côté, c'est l'ancrage de levage qui a été retiré juste pour installer le capteur. Donc, on n'a aucune modification à faire dans ce cas-là. C'est juste un adapteur qui est vissé là. On installe le capteur. Si on a besoin de changer l'équipement, on enlève le capteur, on met l'ancrage, on remplace l'équipement, on remet le nouveau capteur en place, puis on est prêt à continuer. Tableau de bord, c'est assez simple. Là, on voit la liste des équipements. On peut voir la communication, si elle est bonne, si l'équipement est en marche ou pas, c'est quoi son état. Est-ce qu'il est en alerte? Est-ce qu'il est en avertissement, en warning? Puis aussi, depuis combien de temps il était dans cet état-là. Donc, on peut classer dans l'autre qu'on veut pour déterminer, voir au top de la liste, est-ce qu'on veut voir les alertes? Est-ce qu'on veut voir les derniers changements d'état? Ben, on peut configurer ça comme on veut. Et sur le côté, en bleu, ça, c'est les liens vers l'étiquette. Donc, si une alerte, puis un ticket de maintenance, un bon de travail qui a dû être créé, ben, c'est lié directement là, puis on clique sur le lien, on arrive, on a les informations liées à cet équipement-là. Une fois qu'on sélectionne un équipement, ben là, on peut voir l'onde de la vitesse principalement sur le premier graphique. On voit en haut les points jaunes, c'est des alertes. Donc, si on veut aller voir le détail, par exemple, s'il y a un billet, on peut cliquer, on peut aller voir quel est le détail directement là. On peut laisser des notes. Exemple, si on dit ah ben j'ai remplacé un équipement ou j'ai resserré un boulon qui était lousse ou peu importe, ben, on peut laisser des notes directement dans l'historique. Fait que c'est facile de voir qu'est-ce qui s'est produit. Puis ensuite de ça, on a aussi les transformations de Fourier, donc vraiment séparer chacun des axes de lecture. On lit sur 3 axes, X, Y, Z, donc on peut voir chacune des fréquences où est-ce qu'on a eu le plus d'amplitude. Et aussi le waveform, donc aller voir la force G répartie on voit ici sur 1 seconde. Donc on est environ à 0,2 millisecondes. On a une lecture, donc ça donne un signal qui est quand même très bien défini, là, qu'on pourrait aller zoomer pour avoir plus de détails puis faire une analyse plus approfondie. Pour ce qui est de la formation, transfert de connaissances, ben, tout bon projet comme ça a besoin de répondre à des questions de base. Tu sais, c'est qui est impliqué, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est où, c'est quand, c'est comment. Mais quand on arrive à la formation puis transfert de connaissances, c'est important de ramener ces informations-là. Donc, idéalement, on les documente au début du projet. Puis Frédéric, il l'a très bien fait. Tu sais, il dit ah, bon, on a donné ces tâches-là au fiabiliste, puis
au moment de la formation, tu diras: «OK, ben gars, votre rôle maintenant, c'est ça. Le projet, on est rendu ici. Voilà qu'est-ce qu'on doit faire. C'est quoi les prochaines étapes?» pour s'assurer que le projet continue parce que Frédéric, il a lancé le projet, mais à un moment donné, il se retire, il passe à d'autres projets. Ben, il faut que l'équipe qui prend la suite, qu'il y ait un minimum de documentation pour éviter des questionnements qui ont déjà eu lieu, puis de reproduire, puis de tourner en rond, puis de dire quelqu'un arrive, puis «Ah, mais pourquoi on n'a pas fait ça comme ça?» Puis là, recommencer, puis venir dérouter le projet en cours de route. Pour la formation, en fait, ça a été pas mal transparent, là. Ça a très, très, très bien été, la formation. Il y a eu une formation, un training avec Decide for Action qui a été faite avant le lancement, là, donc pendant qu'on était en arrêt, en shutdown. Ensuite de ça, il y a eu la formation d'installation avec les hommes de métier pour qu'eux soient introduits avec c'est quoi cette technologie-là, c'est quoi cette affaire-là, ça sert à quoi, et eux, c'est quoi leur rôle là-dedans aussi, puis comment faire l'installation, parce que c'est eux autres qui vont la faire l'installation, et l'importance de faire attention à ces capteurs-là, que quand tu enlèves ton équipement, quand tu enlèves ton moteur, ton gearbox, attention au capteur, on le réutilise, etc. Donc, c'était des années là-dedans. Comme je l'ai dit, nous autres, c'est casser la culture réactive et d'instaurer la culture de fiabilité. Et ça nous permet justement de commencer la roue, de commencer ce ownership-là de culture avec toujours en tête mes fiabilistes, que eux, c'est les porte-étendards, c'est les autres qui apportent cette mission-là, c'est les autres qui s'en vont au bat avec ça, puis ils disent, regarde, non, c'est ça, c'est vers ça qu'on s'en va, c'est ça la fiabilité, puis c'est important puis qui l'amènent sur le plancher, cette vision-là. Puis c'est pour ça que c'est eux du début à la fin. En fait, c'est les clients, en fait, au final, c'est les fiabilistes, c'est les clients. C'est leur système, c'est leur plateforme, puis c'est quelque chose que ça les aide dans leur day-to-day. Puis au final, oui, moi, j'ai un gain pour le département, mais au final, c'est eux, c'est pour eux autres, c'est pour leur rôle à eux autres. Ensuite de ça, il y a eu aussi des trainings, puis ça va continuer aussi. Là, en fait, les capteurs, là, ils sont live là, depuis seulement là, fin janvier, là, début juin. Là. Donc, c'est très récent là, quand même. Là. Puis, donc, ça continue là, aussi. Là, on va avoir d'autres trainings aussi, d'autres échanges avec des Site for Action là, pour venir là, fine-tuner notre data aussi, nos lectures. Donc, première découverte, en fait, euh, nous autres, on voulait prévenir les défaillances. On l'a réussi. Puis en fait cocasse, quand on a commencé à le ramp-up de l'usine après le shutdown, dès la première semaine, c'était l'effet le sapin de Noël. Là. C'était avec le dashboard que vous avez eu, c'était pas tout vert comme ça. Là. C'était beaucoup moins de vert, beaucoup plus de jaune, puis beaucoup plus de rouge. Puis de sorte que j'avais même un superviseur là, qui était un peu il était intense aussi dans la vie, là, mais qui était primé, puis il ne savait pas où donner de la tête, là, tellement que oh, 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 comment ça, là, tout va casser, là, il y a beaucoup trop de rouge, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi. Puis tu sais, heureusement que les fiabilistes étaient impliqués là-dedans. C'est eux autres qui ont dit ouais, attends une minute, là, je vais te dire par où commencer, ça c'est plus prioritaire, on va attaquer ça, on va faire ça, etc. Puis jusqu'au temps qu'on, tranquillement, pas vite, on a repris le contrôle. Puis tu sais, nous autres, on l'a implanté dans un contexte de déroute totale. En le sachant en main, sachant que oui, nos équipements ne sont pas dans des bonnes conditions, on est loin de la condition de base. Puis, fait qu'on savait qu'on allait avoir ces surprises-là tout de suite en partant. Puis on l'a eu, ça a été instantané. Donc, ces capteurs-là peuvent être instaurés dans plusieurs situations, autant dans une usine neuve pour avoir les signatures de départ. Nous autres, ce n'était pas des signatures de conditions optimales qu'on a pas pantoute, là. On s'en va vers aller chercher ces signatures-là de valeur de conditions de base. On s'en va vers ça. Mais on n'a pas parti de là, pas pantoute, là. Comme j'ai dit, identification des défaillances potentielles, puis on va en parler un petit peu des prochaines slides, là, mais ça a été là, instantané. Là. Dans les 2 premiers mois,
de lancement, là, de production, en fait, on a eu déjà un gain qu'on estimait là, à roughly là, 145 000 là, tout de suite en partant dans les 2 premiers mois qu'on a sauvé en valeur de perte de temps. Pour l'apparition des Pardon, on va trop vite. Pour l'apparition des alarmes, ça a été super, comme j'ai dit, ça a été super rapide. Puis on en a eu plus que le client demandait, en fait, là. Et l'augmentation de l'appropriation là, des fiabilistes, bien là, c'est là que ça a commencé vraiment concrètement, là. Et oui, ils l'ont élaboré, ils l'ont mis en place. Maintenant, ils lead. Ils lead les actions. Ils sont là, puis c'est eux qui disent OK, on va faire ça, on fait ça, on fait ça. Puis toujours dans un mode proactif, un mode planifié. C'est ça qu'on voulait, puis c'est ça qu'on a en ce moment. Donc, donc un petit peu moins de théorie, en fait, c'est les présentations de 2 cas, là, comme j'ai dit, là, ceux-là qui nous ont. On a 2 cas là, qui nous ont donné le 145 000. En fait, en réalité, on est à beaucoup plus que ça. Mais là, on voulait vous présenter vraiment ces 2 cas-là qu'on est des beaux savings tout de suite en partant. Donc, je vous rappelle, on a commencé la production le début janvier, là. On est le 19 janvier. On a déjà un saving de perte de temps de 2h30 et plus. Déjà, tout de suite en partant, qu'on a chiffré à 25 000 Puis, c'est exactement dans la zone où ce que Michael vous a présenté, qu'on appelle, nous autres, c'est la zone de refroidissement. Donc, on a notre feuille de bardeau qui passe, qui n'est pas coupée, là, qui est pleine. Elle vient tout de suite après, là, c'est une fibre de verre qu'on vient induire d'asphalte. Donc, c'est chaud. Environ roughly là, à 400 Fahrenheit, puis qu'on veut la refroidir jusqu'à 120 Fahrenheit. Cette feuille-là, elle passe à l'intérieur d'une zone de refroidissement où on a des gros rouleaux et ces rouleaux-là sont refroidis à l'eau et on a des sprays qui viennent refroidir aussi la feuille là, sur le dessus. Et c'est, comme vous voyez là, sur la photo, là, vous voyez ici, c'est dans des conditions très difficiles. On a énormément de contaminants, on a de l'eau, puis en plus, on a eu des enjeux, vous savez, historiques de problèmes de lubrification. Donc, le mix de tout ça, vous pouvez vous imaginer, on n'était pas à notre premier rodéo, là. On n'était pas au premier roulement qu'on changeait en catastrophe. En fait, celui-là, on l'a changé en mode planifié. Puis, on a estimé, ça a pris 2h30 à faire en planifié. Donc, on l'a, avec la lampe qu'on a eue sur notre capteur, on était capable de le planifier, de préparer la job et de le faire. Puis, tout de suite après, quand on est reparti la machine, on était revenu dans les bonnes conditions. Mais normalement, si tu fais ça en catastrophe, c'est une loterie. Parce qu'on l'a vécu maintes et maintes fois. Souvent, quand tu ne le changes pas, il est là depuis longtemps. Ça, bien, le bearing met des contaminants là-dedans, la poussière, de l'eau, la rouille, figé sur le shaft. Qu'est-ce que tu fais? Sors la torche, coupe le bearing. On n'est plus à 2h30, on est à 3h, 4h, 5h de downtime. Les gars sont à bout de bras, sont tous coincés. On parle d'une usine de 120 ans, tu n'es pas dans des conditions optimales. Donc, de minimiser, de prévoir la défaillance en préventif, on gagne du temps, mais aussi on va aussi chercher aussi des gains en santé-sécurité aussi. On évite de travailler sous la pression constante, que là, tu es à go, 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 il faut qu'on répare. Fait que ça aussi, c'est un gain, puis on n'en parle pas souvent de tout ça parce que c'est pas vraiment chiffrable, on ne peut pas le chiffrer difficilement, là. Donc, ça, c'est l'exemple. Fait que c'est un exemple. Ça, on en a eu énormément des bris avec ça avant les capteurs. Puis donc, maintenant, on les voit venir. On est déjà à notre deuxième rouleau, deuxième bearing, en fait, dans cette zone-là qu'on change avec les capteurs de vibration qu'on a des alarmes et qu'on change en mode planifié. Deuxième étude de cas, là, en fait, on a des biotox. Ces biotox, en fait, nous autres, on a un procédé d'asphalte là, dans le roofing.
Puis, on a l'émanation de boucan avec l'asphalte là, qui coule à 400 et quelques Fahrenheit. Ça émane beaucoup de boucan. Ce boucan-là, il est aspiré vers des équipements qui sont des biotox. Et ça, on parle de très, très gros diamètres de conduits et de longues distances qui passent là, un peu partout. Et ces équipements-là, donc, ont des ventilateurs, des blowers qui sont de très grosses dimensions. Et c'est d'une criticité que si tu perds cet équipement-là, ton usine est arrêtée. Donc, cela, vous pouvez vous imaginer qu'elle est sorti dans les criticités AA. Il fallait absolument s'assurer que ça soit toujours top shape et où qu'on voit venir les défaillances pour pas qu'on soit devant le fait accompli en breakdown, sinon on shut down l'usine au complet. Donc, encore une fois, oups, pas habitué à la manette. On est le 4 février. On est encore très, très proche du démarrage. Encore un autre breakdown qu'on a vu venir. Et celui-ci, on parle d'une intervention qui a duré 4 heures, mais que ça aurait duré 12 heures minimum probablement de temps d'arrêt. Ça aurait probablement duré beaucoup plus que 12 heures de temps d'arrêt, je vais vous en dire un peu plus, et qu'on a chiffré à environ roughly 120 000 de gains qu'on a sauvés. Donc, ici, vous voyez, là, je vous ai dit qu'on était en mode planifié. Là, vous voyez ça. Et c'est difficilement, on peut difficilement dire que c'est en mode planifié. Là, ça a l'air tout explosé, et c'est le cas. C'est complètement explosé. Pourquoi? Parce que moi, je vous vante ça, là, que ça a super bien fonctionné. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand l'instauration, là, on est en début février, il y a une passerelle de communication des capteurs qui n'a pas été reliée à notre plateforme, malheureusement. Et ce problème-là a fait en sorte que on ne recevait pas le data qui était envoyé des sensors. Donc, les sensors lisaient, ça l'envoyait ça, moi je dis ça au cloud, corrige-moi, mais ça l'envoyait ça dans le cloud, là, mais ça ne le retournait pas, nous, dans notre interface à nous autres. Donc, on n'avait pas de génération d'alarme. Nous autres, on voyait, là, tout simplement, là, imaginez qu'on voyait ça ici, OK? Aucune ligne. Mais dans la normalité, une fois qu'on a eu le breakdown, on a communiqué avec des side fractions, ils l'ont relié, et c'est ça qui est apparu. Donc, vous voyez ici, on a deux bearings. On a une image plus tard là, que je vais vous montrer, là, mais on a un bearing côté moteur, un bearing côté courroie sur le ventilateur. Donc, on les voit ici, les deux bearings. Et on voit la vélocité qui a augmenté sur les deux bearings de façon très significative. Et on voit que sur le bearing côté drive, la belt, une augmentation significative de la température. Puis là, si je reviens ici, vous voyez ici, un capteur qui est complètement explosé. Ça tolère jusqu'à combien de température, ça? J'ai pas le chiffre, mais je sais que c'est beaucoup. C'est très, très, très élevé. La taille du capteur a complètement explosé. Donc, puis ça c'est dans les leçons, Michael, vous allez en parler, si on avait double-checké une fois le lancement, si on avait tout double-checké, au minimum nos assets les plus critiques, nos AA, s'assurer qu'on recevait bien et bien le data, on l'aurait sauvé, ce downtime-là. Mais malheureusement, on ne l'a pas sauvé et on a eu un breakdown. On a eu un breakdown de, je ne me souviens plus, là, on parle au moins 8 heures de downtime. Et on a été chanceux dans ce cas-là parce qu'on avait des pièces qui traînaient à quelque part et on les avait, on a été chanceux. Ici maintenant, vous voyez que maintenant on a une plage d'alarme et ici on n'en a pas, on n'a rien. La raison, c'est que là, on est 2 semaines plus tard dans le temps. Et le bearing qui est là, c'est le capteur côté belt qui n'a pas été remplacé. Parce qu'on est 2 semaines plus tard, on avait d'autres urgences, on n'a pas été le remettre. Par contre, une chance qu'on avait l'autre qui était encore intact. On a eu les pics de vélocité qui sont apparus et on a eu un pic de température qui a commencé. C'est là que ça a alerté le fiabiliste de ce secteur-là. Oh, on va aller voir ça.
on était rendu à 209 Fahrenheit sur le bearing côté belt. Ça s'en allait, on ne sait pas trop quand, question de minutes, question peut-être d'heures, ça s'en allait en breakdown instantané. Donc, une chance qu'on avait ces capteurs-là. Puis si on avait eu notre capteur sur ce bearing-là, en fait, c'est ici, là, sur ce bearing ici, ben, on aurait eu notre alarme tout de suite instantanée, puis on aurait réagi tout de suite. Là, on parle de 2 breakdowns à l'espace de 2 semaines pour cause 2 erreurs de montage distinctes, complètement différentes, mais c'est arrivé. On l'a eu, ça s'est fait. 2 fois, fait qu'on oui, il y a de la bad luck, il y a beaucoup de connaissances à retravailler avec les hommes de métier, mais on l'a eu 2 fois, 2 erreurs de montage qui auraient pu mener à un scénario extrêmement catastrophique pour si celui-là, on aurait eu un breakdown parce qu'on n'en avait plus de pièces. Donc, la décision, quand on a vu ça, ça a été wow, on arrête l'usine, là. On prend le temps de le réparer. Ça a pris 4 heures, je disais, puis après ça, on repart. Sinon, on est arrêté sur peut-être 2 chiffres, minimum un chiffre, ça c'est sûr, probablement 2 chiffres, le temps de faire remachiner des pièces, etc. Donc, ici, premier cas, quand tout est en breakdown C'est ça total. qui fait intéressant, c'est que ton autre capteur qui a capté la température de lui qui Ouais. chauffait. Là, donc, En fait, il se faisait chauffer par induction. Vous voyez, là, ici, là, avec le premier cas que tout a brisé, là, ça a pas mal brisé avec le même principe de chaleur, là, que la chaleur se faisait induire jusqu'au deuxième capteur qui est ici. Donc, on aurait eu la même catastrophe. Donc, on est à court de temps, là, je vais aller quand même vite. Résultat concret, oui, 100%. Puis ça, c'est 2 exemples qui sont vraiment, vraiment très bien imagés là, de la réalité du saving de ces capteurs-là pour nous dans notre contexte. Mobilisation des équipes autour d'un plan, ownership, culture de fiabilité qui a été vraiment poussée, puis que ça nous aide aussi à continuer à la pousser, de mettre en place cette culture-là. Puis, gain rapide, on l'a vu déjà, on est à plus de 145 000, donc d'un gain rapide, puis on continue à chaque semaine, on prend des actions avec ce système-là. Et je vais vite, là, désolé, là, mais priorisation des actifs clés, c'est aussi très, très, très important. Oh, ça, c'est un slide. ouais. Ben, ce qu'on peut faire de mieux, naturellement, là, il y a toujours des places à l'amélioration. Donc, comme Frédéric a mentionné, le capteur qui avait été une erreur, là, tu sais, tantôt, j'ai oublié c'est qui disait il faut lever la main quand on a fait une erreur. On a fait une erreur. Tu sais, c'est un projet qui est quand même s'est répandu sur une semaine, fait qu'on on l'a récupéré par la suite. Euh, Ensuite de ça, ben, l'implication collective. Quand on a fait le start-up, le Go Live, les Fiabilis sont tout de suite partis, comme Frédéric a dit, hey, on a plein d'alertes, ils sont partis avec ça, puis ils ont voulu comme devenir autonomes immédiatement. Il y a quand même un certain learning curve avec ces capteurs-là qui doit être fait, puis on, on aurait eu intérêt tous les deux à travailler plus ensemble, puis s'organiser des rencontres forcées, transfert de connaissances pour faciliter le démarrage. Donc, les prochaines étapes, en fait, pour nous autres dans le département de la maintenance chez BP à La Salle, en fait, maintenant qu'on a ce système-là qui est établi, le but, c'était de gagner du temps. On a réussi, on le gagne le temps maintenant, et on l'investit, puis on l'investit dans les bonnes places où on veut travailler. Là, c'est la priorité, c'est bâtir la base, du département, les bonnes pratiques de maintenance, etc., etc. On a, comme je vous avais dit, les bombes, la lubrification, on a un projet là, avec justement Johan Spartacus, qui commence la semaine prochaine, les routes de lubrification qui sont toutes à rebâtir. On a un projet avec Contrôle Laurentide là-dessus. Donc, plusieurs choses que là, on commence à mettre du temps là-dessus. La formation, l'humain, là, il y en a beaucoup qui en ont parlé. Là. L'humain, c'est important, mais quand tu es toujours en mode urgence,
comment c'est possible de prendre le temps de former ces gens-là, des gens de plancher que tu as besoin que finalement, non, il y a ça qui est brisé et va travailler là-dessus. Tes superviseurs qui sont tout bas, tout côté, tes hommes de métier qui sont tout partout. Comment tu es capable de les prendre puis de les envoyer en formation si tu es tout le temps dans un mode d'urgence? Donc, c'est ça qu'on voulait casser, c'est ça qu'on voulait avoir comme résultat. Oui, il y a c'est encore très difficile, on a encore des breakdowns. Du jour au lendemain, la fiabilité, c'est très long à bâtir, mais on voit les gains, on voit que c'est extensionné, les fréquences de catastrophes sont beaucoup plus extensionnées, puis on voit qu'on est dans la bonne direction. Finalement aussi, on a principalement été sur notre ligne 1 de production. Là, on va regarder plus notre ligne 2, continuer avec les fichiers d'equipment ranking pour voir, bon, il y en a-tu là-dedans encore là, dans nos assets les plus critiques? Oups, ceux-là, on les a pas, on n'a pas des capteurs dessus, donc fine-tuner ça et travailler de pair avec des SafeWashing, comme j'avais déjà mentionné, puis comme Michael a mentionné, là, pour fine-tuner notre data, nos lectures. Finalement aussi, il y a un outil AI qui venait là, avec ce package-là de capteurs de vibration avec la plateforme de Decide4Action qu'on commence dès la semaine prochaine à implanter, à se faire former tranquillement pas vite. On va implanter ça là, et qui s'est relié à notre dashboard là, de capteurs de vibration. Donc, ce qu'il faut retenir, appropriation, c'est essentiel. Donc, toujours l'ownership, les bonnes personnes qui travaillent sur les bons projets, c'est toujours, c'est crucial en fait. La fiabilisation des actifs, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, on ne peut pas tout attaquer d'un coup, c'est impossible. Il faut choisir nos batailles, il faut être stratégique, il faut savoir sur quoi qu'on doit travailler en premier, puis il faut prendre toujours les bonnes décisions pour être efficace. La culture, c'est hyper important, puis beaucoup d'autres conférenciers, là, ils en ont mentionné. C'est le cœur pour être efficace, en fait, que tout le monde a la même vision, tout le monde s'en va dans la même direction. Une équipe bien qualifiée, une équipe de qualité, en fait, bien outillée. Quand tu es gestionnaire, si tes gens ne sont pas bien outillés, ils n'ont pas les bons outils, la première personne qu'il faut blâmer, c'est le gestionnaire. Tu dois absolument t'assurer que tes employés ont les bons outils pour être efficaces, pour être le meilleur possible dans leurs tâches. Et la nouvelle norme de nos jours, c'est en fait, c'est faire plus avec moins est la nouvelle norme. Ça, c'est vrai pour tout le monde. La main-d'œuvre est de moins en moins. On demande toujours plus avec moins, toujours plus en moins de coûts. Donc, quand la technologie peut nous aider, ben, il faut foncer en fait. Donc, résumé, avant, on était extrêmement firefighting. Maintenant, on a des capteurs de vibration qui font du live monitoring. Donc, on s'en va vers un mode beaucoup plus proactif, prédictif. Avant, c'était vraiment de façon, les bases de décision, c'est juste, OK, c'est brisé, on repart, that's it, that's all. Maintenant, on se fait sur des données pour prendre des bonnes décisions. Coût des réparations, 3 à 10 fois plus cher quand tu es en mode breakdown, mais quand tu es en mode planifié, en fait, oui, tu vas optimiser ton temps. Dans notre cas, en fait, on est en mode rattrapage. Oui, ça coûte plus cher quand tu es en mode rattrapage, tu rattrapes. Un jour, on va baisser jusqu'à trouver une stabilité. Puis après ça, on va pouvoir venir fine-tuner nos coûts d'entretien quand on va avoir vraiment venu rattraper le retard qui s'était créé là, avec notre flotte d'actifs. Et finalement, la culture, beaucoup d'appropriation, encore une fois, là, avec ce genre de projet-là qu'on a mis en place. Donc, conclusion, peu importe la grosseur de l'entreprise, il y a moyen de faire quelque chose adapté à vos besoins. Puis, l'essentiel, c'est de pas d'essayer de tout gober d'un coup, de prioriser les choses qui ont de la valeur ajoutée, puis d'être rigoureux dans son processus, documenter les choses. La plupart des gens n'aiment pas beaucoup la documentation, mais c'est souvent ce qui reste en mi-projet, fin de projet, ben, c'est ce qui permet que ça ait une bonne pérennité. Puis, c'est le genre de projet qui peut être accessible à tout le monde.
Donc, merci beaucoup, Frédéric, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Puis, je vais terminer ça sur un petit dicton français qui dit: «On ne perd pas de temps en aiguisant ses outils». Donc, pendant que tu aiguises ton outil, tu n'es pas en train de produire, mais ta production est plus efficace ensuite, là. Donc, son outil de maintenance ici, il vient travailler avec pour l'améliorer. Fait que j'imagine que vous a peut-être donné des idées d'actifs. Donc, vous pouvez venir nous voir, on est au kiosque. Frédéric, il va être là aussi avec ses fiabilistes qui sont là. Puis, si vous avez des questions pour nous, ben, venez nous voir, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci tout le monde. C'est des questions. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour Michael et Frédéric? Oui, vas-y Simon. Hey, c'était pas mal cool votre présentation, les gars, bravo. Moi, Merci, merci. les photos de Bering explosées, là, je m'attends comme pas de voir ça. Fait que, je me demandais vite fait là, la grosseur de. C'est quelle grosseur d'usine, ça, Saint-Gobain? BP, il y a combien d'employés total, combien d'employés de maintenance?